Alors Martine, tu sais que l'interview que j'ai fait avec toi, c'était l'interview le plus stressant de ma vie. Alors, faut que juste je m'explique avant. J'avais écouté avec une interview de toi avec Stéphane Alix et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Et Dominique Vallée m'a dit, mais je la connais. Et elle m'a présenté, donc elle m'a dit, elle acceptera sûrement de faire une interview. Et je dis, ok. Et puis j'ai lu le livre. Et j'ai vu le niveau de connaissance en psychanalyse. Et je me suis dit, mais je ne vais pas être à la hauteur. Donc j'ai pas arrêté de bûcher sur Freud, sur Jung, enfin tout ce que je ne connaissais absolument pas. Mais rien, je suis parti de zéro, moi. Donc merci Martine de m'avoir ouvert l'esprit vers toutes ces connaissances. Alors on avait fait notre première interview, c'était pendant le confinement. Est-ce que maintenant tu fais ton livre, il va loin dans l'expérience que tu as faite, parce que tu es psychanalyste, et tu as expérimenté énormément de choses. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton envie de découvrir les choses par l'expérience? Oui, moi je crois pas beaucoup en la C'est à moi qu'il faut regarder, parce que excusez-moi. Les caméras sont là. Oui, moi je crois en la politique de l'expérience. Bon, là tu me parles de mes expériences en état modifié de conscience, en état d'expansion de conscience. Une fois qu'on est déjà bien intégré, qu'on a fait un gros travail sur soi, parce que sinon il y a des risques de décompensation. Il faut être très très vigilant. Alors je sais que ça exerce une magie sur le public, parce que l'expansion de conscience signifie on va aller expérimenter des domaines spirituels, les domaines du haut, mais on ne peut pas aller en haut si on n'est déjà pas ancré comme un arbre. Donc je dis toujours vraiment être vigilant. Et moi je n'ai commencé à travailler sur moi en état de conscience expansé, avec aussi des plantes maîtresses, après un long travail de décapage et d'ancrage. Sinon j'aurais pu y rester. Et il faut vraiment arrêter cette fascination pour ce qui est de l'ordre du magique. Mais encore faut-il qu'on soit bien enraciné. Un arbre sans racines, j'aime bien cette métaphore, ne peut pas donner de fruits, de fleurs, il ne peut pas bourgeonner. Mais est-ce que tu dis ça parce que justement tu as expérimenté? Parce que peut-être qu'avant d'expérimenter, tu ne pensais pas comme ça? Mais avant, je n'aurais pas expérimenté, parce que je sentais que je n'étais pas assez armaturée. Moi, depuis que je suis toute petite, je m'intéresse au monde invisible, au monde des fées, au monde des mythes, des légendes. Et j'ai toujours eu cette sensation très très intime qu'il y avait un monde invisible autour de nous. Et dans mes rêves, j'adorais rêver parce que je voyageais. Mais je savais très très intuitivement que je devais en passer par un travail psychologique sur moi, notamment la psychanalyse, pour pouvoir ensuite voyager. D'ailleurs, on ne peut pas bâtir une maison s'il n'y a pas de fondation, parce que la maison, elle s'écroule. Dans la dernière interview que nous avions fait il n'y a pas très longtemps, on a beaucoup parlé de la respiration holotropique, et tu mettais l'accent sur les dangers aussi de ne pas le faire de façon accompagnée. Et est-ce que tu peux nous en dire un mot, justement, pour avertir tout le monde? C'est ce que je disais ce matin aussi dans ma conférence. Ça implique d'être accompagné dès lors que l'on voyage, qu'on travaille avec des états d'expansion de conscience. Donc notre conscience s'ouvre et on n'a plus la même maîtrise du monde ordinaire. Donc il est important que quelqu'un nous accompagne et que ça soit un thérapeute expérimenté. Le breathwork, la respiration, c'est tellement vulgarisé, ça se pratique même sur Internet. Et ça, c'est très malhonnête, parce qu'on met les gens dans l'illusion. La respiration holotropique, c'est un travail sur soi. Et quand on vit une expérience difficile, il faut que le thérapeute soit suffisamment expérimenté pour aider le patient à revenir à la réalité ordinaire, puis à l'aider à intégrer son expérience. On ne peut pas, si on prend du LSD, pourquoi le LSD a été interdit? Parce que c'était utilisé de façon profane, alors qu'au départ, c'était utilisé de façon médicale et psy. Et c'est un outil fascinant parce qu'il n'y a pas d'habituation, il n'y a pas d'accoutumance. Mais quand ça a commencé à être utilisé de façon vulgaire, de façon anarchique et désordonnée... Récréative. Et récréative, ben ça a été interdit.
Donc c'est vraiment important de raison garder et d'utiliser les choses avec respect. Alors surtout, je dis parce que tout à l'heure on m'a demandé, mais est-ce qu'on peut pratiquer cette respiration seule? Non, jamais en solo, accompagné. Et méfiez-vous de l'illusion et méfiez-vous des promesses fallacieuses. Vous allez découvrir voilà, l'illumination en 2-3 Non, je veux dire que le travail d'éveil, c'est tout un travail. Et qui est vraiment éveillé? Quelle arrogance de dire je suis un être éveillé. On entend toujours ah ben moi je suis. Mais non, attends, c'est. Les maîtres, les vrais maîtres, ils continuent à travailler sur eux-mêmes. Enfin, je veux dire. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le principe de la respiration holotropique? Évidemment, à pratiquer uniquement de façon accompagnée, comme tu vas le dire. Et puis attention, parce qu'il y a des contre-indications. Ne jamais, moi je n'accepte jamais. Je suis très vigilante par rapport au cadre, parce que c'est vraiment cette vigilance, la sécurité qui va permettre à la personne de rentrer dans l'expérience. Donc si le patient a des problèmes psychiatriques, des problèmes cardiovasculaires, une chirurgie récente, si la femme est enceinte, surtout pas pratiquer cette respiration. Si le patient est sous médication psychiatrique, c'est à éliminer. Enfin, il faut être très 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 prudent. Donc la respiration holotropique, ça a été créé par un psychiatre américain qui, à l'époque, vivait en Tchécoslovaquie dans les années 60. Et un jour, il reçoit, donc il était chef de service à l'hôpital psychiatrique Saint-Charles à Prague. Et un jour, tout à fait incidemment, il reçoit une caisse de LSD qui lui était adressée par Albert Hofmann, qui était le créateur de la molécule. Et Albert Hofmann, un soir, rentre chez lui, donc il travaillait sur un nouveau médicament à partir de l'acide lysergique. C'est un nom très compliqué. Et puis il rentre chez lui, et puis il se suce un doigt. Et puis très vite, il rentre dans un autre état de conscience. Il se dit, c'est bizarre. Et il s'est souvenu, après l'expérience, qu'il ne s'était pas lavé les mains en rentrant chez lui et qu'il devait lui rester, il avait dû se lécher les doigts avec ce qui lui restait de gouttes de LSD. Donc il a refait une deuxième fois l'expérience, et puis c'était donc cette substance psychédélique qui lui avait induit cette expérience. Donc, substance psychédélique, le LSD, c'est un psychédélique, c'est-à-dire c'est un amplificateur de la psyché. C'est pas une drogue, parce que qui dit drogue dit assuétude, dit addiction. Il n'y a pas d'addiction. Mais ne pas le prendre tout seul, parce qu'on peut vivre des expériences difficiles. Donc, il a proposé à des psychiatres de différentes obédiences internationales du LSD, notamment à Grof. Et Grof, qui est le créateur de la respiration holotropique, n'a pas voulu le prescrire à des patients avant de l'avoir utilisé lui-même. Donc, il a commencé à s'en injecter par voie intraveineuse. Et là, il a eu accès à des mémoires auxquelles il n'avait jamais eu accès durant sa psychanalyse. C'est-à-dire que la psychanalyse ne va pas au-delà du préverbal, au-delà de 4 ans, mais avec le LSD, il a pu avoir accès à des mémoires de naissance, à des mémoires périnatales qui se situaient in utero, à des expériences familiales qui avaient eu lieu lors de sa gestation, dont il n'était pas au courant, et puis à des mémoires transgénérationnelles, familiales mais remontant à très loin, et des mémoires karmiques. Donc, pendant plusieurs mois, il s'est injecté du LSD, il a tenu un carnet de notes extrêmement précis des expériences, et quand il était prêt, il en a proposé à des patients en voie terminale, auxquels ça a permis d'aborder les frontières de la mort dans une plus grande sérénité, et puis à des patients comme vous et moi, qui avaient des bonnes névroses. Et puis, quand il a eu suffisamment d'expérience dans ce champ clinique, il a envoyé des documents de recherche à différentes universités américaines, des universités médicales, et il a été invité par ces universités à venir faire des conférences, puis à enseigner. Alors, il a été invité à Harvard Medical School, à UCLA, à Columbia, dans tous les grands organismes universitaires. Et là, le gouvernement américain lui a proposé de devenir résident. Donc évidemment, il a accepté. Ça se passait à la fin du communisme. Et ça avait été très courageux de sa part d'engager ces expériences pendant le communisme, parce que la Tchécoslovaquie était sous un joug extrêmement sévère, extrêmement hard. Et puis, bien sûr, il a accepté l'invitation du gouvernement américain.
Et on lui a proposé d'être chief resident, d'être psychiatre, chef de service dans un des plus grands hôpitaux du Maryland, à Baltimore. Et pendant quelques années, il a poursuivi ses recherches. Il en a prescrit à des patients. Et il fallait savoir que lorsque le LSD était administré à des patients, le patient était suivi pendant plusieurs jours. Parce que quand on prend du LSD, l'expérience dure à peu près une dizaine d'heures. Au bout de 10 heures, bon, on commence à sortir de cette atmosphère psychédélique. On va bien. Et puis il y a des retombées, des remontées, des retombées. Donc il faut rester vraiment sous une grande vigilance. Oui, oui, tout à fait. Donc le patient restait à peu près une semaine sous contrôle à l'hôpital pour éviter qu'en retournant dans le monde ordinaire, il ait une remontée de la substance et puis ne sache pas quoi faire. Donc le LSD, quand il était utilisé de façon solide, structurée, rigoureuse, était vraiment un additif thérapeutique extraordinaire aux soins. Et puis le LSD a commencé dans les années 70, lors de l'efflorescence hippie, à être utilisé de façon sauvage, comme tu disais, récréative, et ça a été supprimé. Et ce qui est tout à fait dommage, parce que c'est vraiment une aide thérapeutique extraordinaire, parce qu'on a accès à des couches très très refoulées de nous-mêmes. Alors les seuls pays d'Europe qui aient pu continuer son usage, c'était la Suisse et la Hollande. En Suisse et en Hollande. Peut-être pas toujours de façon officielle, mais certains psychiatres... Encore maintenant ? Encore maintenant. Et maintenant, on recommence maintenant les recherches autour du microdosing de la psilocybine en Angleterre. Ça se fait à Oxford et à Cambridge. Il y a des services extrêmement pointus de recherche autour de ces substances. Puis on espère en France qu'on pourra bientôt avoir le droit de réutiliser le LSD et la psilocybine, parce que ça avait été utilisé à Sainte-Anne, chez Denis Kerr, à Sainte-Anne, à Paris, dans les années 70, et puis ça a été interdit. Alors moi, on me demande souvent, mais est-ce que tu pourrais m'accompagner? Tant que ça n'est pas officiellement autorisé, je ne pourrai pas accompagner. Je veux vraiment rester dans la légalité. Alors, Stanislas Grof a vu cette interdiction et a décidé d'essayer de trouver un moyen, un substitut au LSD. Tout à fait. Alors, comme c'est un mystique, Grof, c'est quelqu'un qui a une recherche spirituelle très intense, qui a été en partie générée par les substances, parce que lorsqu'on prend des substances, on a accès à tout un champ quantique. Et donc, il a vécu des expériences très, très archétypales, et il s'est dit, mais il y a des approches spirituelles avec le souffle qui permettent cette rencontre spirituelle avec les archétypes, avec des mythes. Et donc, il a créé cette approche qu'on appelle holotropique. Holotropique, c'est ce qui nous emmène vers notre globalité, vers notre entièreté. Et il a eu recours, il connaissait les techniques du zik, les techniques soufis, les techniques de mystique juive et de mystique chrétienne qui utilisaient la respiration. Et il a créé donc cette respiration holotropique qui, accompagnée de musique très intense, très percussive, très emblématique, permettent de rentrer dans un état d'expansion de conscience. Alors on commence à respirer à fond, sur un mode très moteur, accéléré, profond. On inspire et on expire par le ventre, sans s'arrêter, jusqu'à ce que l'on rencontre un état d'ouverture de conscience. Et quand on sent que notre conscience s'est ouverte, à ce moment-là, on revient à notre respiration habituelle, puis le voyage continue. Alors, une expérience dure 3 heures, et pendant les 3 heures, on va utiliser différents types de musique. Pendant la première phase, 45 minutes, on utilise des musiques très motrices, très galvanisantes. Puis une fois que l'énergie dans le groupe et l'énergie en soi est montée, on a accès à des musiques plus panoramiques, plus dramatiques, des musiques qui ont trait au drame humain. Et puis ensuite, une fois qu'on a vécu notre drame et qu'on est rentré dans les expériences poignantes, on utilise des musiques ascensionnelles pour pouvoir se relâcher, pour pouvoir retomber du drame. Parce que finalement, l'expérience humaine, c'est souvent une expérience de drame. En fait, on recrée un petit peu ce qu'est la vie. Voilà, durant une cérémonie, enfin, on n'appelle pas ça une cérémonie, c'est un rituel. Voilà. Oui, et, tout à fait. Ouais.
Et heureusement d'ailleurs, parce que c'était Teilhard de Chardin qui disait nous sommes des êtres spirituels qui faisons l'expérience de notre humanité. Et c'est aussi à travers les drames, à travers la souffrance qu'on peut aussi devenir un nouvel homme ou une nouvelle femme. Et j'en parle dans mon livre. Si je n'avais pas eu ces 2 agressions, qui ont été des expériences de démembrement au sens chamanique, ben, je ne me serais pas mise à peindre et je n'aurais pas écrit mes bouquins, tu vois. Donc, je crois que c'est vraiment important de donner du sens à l'expérience. Et moi, c'est ce que m'a appris la respiration holotropique. Tout le monde a la même expérience? Ah non. Alors, l'originalité de Grof aussi, c'est d'avoir exploré tout le monde périnatal, tout le monde de la naissance et de la gestation. Et c'est ce que je disais ce matin dans ma conférence, notre expérience d'adulte est condensée par des expériences qui se situent autour de la naissance. Le bébé est une personne, ça n'est pas un légume, c'est pas une terre vierge quand il vient au monde. Il est déjà détenteur de toute une mémoire qu'on appelle aussi la mémoire cellulaire et à laquelle on aura accès dans cet état d'ouverture de conscience, parce que notre inconscient, il est très intelligent. Il va refouler ce qui fait souffrance. Et quand on souffre et qu'on n'arrive pas à mettre des mots sur la souffrance, qu'on n'a pas accès à celle-ci dans une thérapie verbale, à ce moment-là, le travail en expansion de conscience permet d'aller à la rencontre de ces mémoires. Et mettre des mots MOTS sur des mots MAUX, ben, ça nous sauve. Parce qu'on comprend, il y a une compréhension qui se fait. Eh bien, merci beaucoup Martine, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Écoute, c'est moi qui veux te remercier parce que je trouve que c'est un plaisir d'être interviewé par toi parce qu'on sent que tu mets du cœur, que tu sais ce dont tu parles et que tu nous interviews avec beaucoup d'honnêteté. Et c'est ce que je disais à Sandrine tout à l'heure, puis à d'autres personnes, que c'est toujours un plaisir pour moi de parler avec toi et de te répondre. Merci encore. Merci pour tout.